Bonjour à tous, je suis ravi d'intervenir auprès de vous aujourd'hui. Ce matin, Christina Poirson, la CDO du groupe, et Claire Calmejane, la Chief Innovation Officer du groupe, vous a parlé de la démocratisation de la donnée. Et je vous propose maintenant de vous parler du sujet dont tout le monde parle cette année, et depuis un an, depuis l'arrivée de ChatGPT, c'est la Generative AI. Et donc, comment nous, à la Société Générale, on explore ce sujet. Peut-être avant de parler de Generative AI, je voudrais vous rappeler qu'on faisait de l'AI avant la Generative AI. Et donc, en fait, c'est un long chemin. À la Société Générale, on a commencé à déployer des cas d'usage de machine learning en production il y a un petit peu moins de 10 ans. Et puis, progressivement, on a industrialisé et on était la première banque européenne, je crois, à piloter nos initiatives de machine learning et d'IA par la valeur. Donc on est passé d'un stock de cas d'usage à une valeur attendue de cas d'usage. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'atteindre 500 millions d'euros de valeur générée par nos cas d'usage IA data à horizon 2026. Et donc, notre stratégie business, c'est d'intégrer l'IA au cœur de la transformation de nos différents métiers. Et donc, dans notre portefeuille de cas d'usage, on a des cas qui vont traiter plutôt du risque opérationnel et de l'efficacité, des cas plutôt défensifs, et également des cas qui vont traiter de l'amélioration de la relation client, et également de la génération du nouveau business. Jusque-là, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes cas d'usage. Comme exemple que je peux vous donner, plus spécifiquement sur la banque, ça peut être des initiatives pour identifier des cas de fraude sur les paiements en temps réel, grâce à du machine learning, et identifier des patterns. Voilà, ou sur des émissions obligataires, d'arriver à ajuster les différents paramètres pour optimiser ces émissions, là aussi en se basant sur les données du passé. Voilà. Et en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, la Gen AI, c'est plus une nouvelle étape pour aller chercher plus de valeur, plus qu'en réalité un shift technologique. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la Gen AI, il y a plusieurs marqueurs importants. Je pense que vous les avez en tête, mais c'est malgré tout bien de les préciser. Le premier, c'est que ce sont des modèles qui sont, pour la plupart, déjà entraînés et déjà utilisables. Deuxième chose, ça traite des données qui sont non structurées, des documents. Vous savez que la banque, en fait, elle s'appuie, c'est une industrie qui est par nature dématérialisée. Elle s'appuie sur beaucoup de données et des documents. On faisait des choses avant la Gen AI, mais la Gen AI, elle nous permet d'aller à un niveau plus loin, et d'accélérer sur le traitement de cette donnée non structurée. On l'a tous vécu avec ChatGPT, l'expérience utilisateur, elle est redoutable. Le côté conversationnel fait qu'on adopte la technologie. Et puis, il y a le côté générique. On peut couvrir des sujets quand on a envie de faire une synthèse de documents. Et en fait, le modèle il fonctionne pour tout différentes natures de documents. Donc ça, c'est assez impressionnant et donc utile. Dernière chose à vous mentionner, nous on considère que le Gen AI va apporter beaucoup sur l'aspect efficacité opérationnelle. La valeur à en attendre, elle se situe plutôt au niveau de l'efficacité opérationnelle. La question qu'on peut se poser, c'est la part de valeur réellement mobilisable sur cette efficacité opérationnelle. Donc peut-être maintenant, là je vous ai dressé le décor IA, j'ai parlé des marqueurs Gen AI, et peut-être détailler un peu les types de cas d'usage qu'on voit liés à cette technologie. Je le synthétise en 4 C. Le premier C, c'est la concision.
c'est-à-dire les experts virtuels, des agents qui sont capables d'accompagner le collaborateur et pour faire des travaux d'experts. Donc aller chercher des informations dans un document, dans un corpus de documents, faire des synthèses. Voilà. Deuxième famille de cas, la génération de contenu. Donc la génération de production de contenu en général, du marketing, ça peut être intéressant, des comptes rendus de réunion. Voilà. Troisième C, le client, l'engagement client. Et là, le conversationnel en fait, d'avoir des interactions. Et d'ailleurs, ça peut être le client externe, mais ça peut aussi être nos collaborateurs. Et donc interagir, apporter des réponses à des questions qu'ils pourraient poser. Et le quatrième C, c'est le code informatique, la génération de code, la génération de documentation également, la traduction de code. Et donc le corollaire de ces 4 catégories, c'est aussi en fait les fonctions dans l'entreprise qui vont être transformées avec cette technologie. Donc assez naturellement, le code, on comprend bien que c'est toute la population de software engineers, de développeurs au global. Le conversationnel, les agents conversationnels, là c'est les gens qui sont les employés qui sont en relation avec les clients. La génération de contenu, le marketing, la vente, on sent qu'il y a un impact. Et puis pour les experts virtuels, là je dirais que ce sont toutes les directions centrales de la banque, risque, conformité, juridique, voilà, tout cet ensemble de fonctions. Maintenant, je vais aborder avec vous comment, au niveau de la valeur business, des usages, comment on se structure à la Société Générale pour amener en production la technologie. La première chose qui est fondamentale, c'est l'acculturation. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est de faire toucher du doigt à l'ensemble des staffs, y compris les comités exécutifs, en fait, le potentiel de la technologie, le potentiel et également les limites de la technologie dans un environnement bancaire, donc très régulé, mais faire en sorte que les employés se projettent dans ce que peut leur apporter cette technologie. L'idée, c'est de faire émaner des cas d'usage. Aujourd'hui, au niveau de la banque, sur les 4 catégories que j'évoquais, on en a identifié plus d'une centaine. Et après, par un jeu de... En fait, après, on fait une priorisation des cas d'usage qui existe depuis déjà des années dans la banque et qui est assez traditionnelle. On essaie d'identifier la valeur qu'on va tirer des cas d'usage et de se projeter donc à l'échelle, non pas uniquement pour une entité, mais également sur un potentiel global. Donc on va identifier la valeur, identifier aussi les freins en termes de faisabilité. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche d'avancer? Est-ce qu'on a les bonnes données? Est-ce que ces données sont de qualité? On va aussi et là c'est peut-être une spécificité supplémentaire par rapport à notre cadre traditionnel, si on va sur ces aspects qui sont assez nouveaux, cette technologie elle est nouvelle, donc tous les sujets liés au risque, la responsabilité, la transparence, les risques spécifiques induits par la GenAI, risques juridiques, propriété intellectuelle, les hallucinations, on va intégrer, on va prendre en compte ces éléments, et puis par un jeu de tamis finalement, on va prendre notre centaine de cas d'usage, et puis on va arriver sur 40 cas d'usage, et sur ces 40 cas d'usage, en fait, on va se dire, pour chaque catégorie que je vous ai présenté tout à l'heure, quel est le cas d'usage qui est le plus intéressant à développer dans un premier temps, parce qu'on est prêt, parce que le cas il est vraiment représentatif d'un cluster beaucoup plus global. Donc on a identifié pour chacune des catégories ce qu'on va appeler un ou plusieurs cas précurseurs, on en a un peu moins d'une dizaine, et ce sont ces cas-là avec lesquels on va commencer à travailler pour tester la capacité de la technologie à répondre aux besoins, dans une optique en fait de créer ce que nous on appelle un blueprint, c'est-à-dire une capacité qui permette d'accélérer et d'être mise à disposition des différentes entités qui auraient un cas relativement similaire. Voilà pour notre stratégie. Et si ça vous convient, je vous propose de basculer et d'entrer plus dans le détail sur les aspects techniques
liées à ces capacités LLM que l'on développe à la Société Générale. Merci beaucoup. En effet, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont plein de questions à poser. Et pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Brasseur, qui travaille aussi sur ces sujets à la Société Générale, et Kurt Moemel, qui, lui, lead les sujets de Generative AI chez Dataiku. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci. Bon. Merci Étienne de nous avoir exposé la stratégie, toutes ces réflexions de la Société Générale sur le Generative AI. Donc maintenant, j'aimerais me tourner vers Sébastien. Donc, c'est très bien, vous êtes à mon côté, donc c'est très pratique. J'aimerais, en tant que Distinguished Engineer chez la Société Générale, est-ce que tu peux nous parler un peu de la dimension technologique associée avec ces sujets, ces priorités, et surtout la question de la mise à disposition des outils pour la réalisation de tous ces cas d'usage, et surtout, est-ce qu'il y a des principes d'architecture que vous avez pu tirer de cette expérimentation? Absolument, absolument Kurt. Donc déjà merci pour l'invitation. En plus moi j'adore le Louvre, hein, donc c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups très clairement. Alors je dirais que le premier point qui est super important, c'est de bien faire la dissociation entre les cas d'usage et la plateforme sous-jacente, puisque évidemment quand on dit IA générative, tout le monde pense ChatGPT, tout le monde pense scénario conversationnel. Mais comme on l'a vu juste avant avec Étienne, en vérité, ça représente une partie seulement des cas d'usage qui peuvent exploiter l'IA générative et l'LLM. Donc vraiment bien dissocier ce cas d'usage spécifique et la construction d'une plateforme sous-jacente qui doit servir des cas d'usage beaucoup plus larges que les simples cas d'usage conversationnels. Deuxième point, cette plateforme, il faut qu'elle soit scalable, qu'elle serve les cas d'usage de manière qui soit cost-efficient. Et surtout, il faut qu'elle soit mise à disposition des équipes de data scientists ou de développeurs métiers qui, croyez-moi, ils n'ont pas envie de construire cette plateforme, ils n'ont pas envie de l'opérer, parce qu'en réalité, elle n'a pas forcément de manière intrinsèque de valeur métier en tant que telle. Et donc, c'est important de venir centraliser ce type de capacité et de le faire aussi avec les meilleures solutions, les meilleurs enablers technologiques du marché, qui soient open source ou qui soient commerciaux et payants. Donc ça, c'est le deuxième principe, la centralisation. Le troisième, c'est qu'on est dans un univers qui évolue très vite. Il y a des nouveaux LLM qui sortent toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. Si je reprends juste la dernière semaine, on a vu les nouveaux modèles GPT-4 annoncés par OpenAI. On a vu Anthropic, qui a encore sécurisé, je crois, 2 milliards ou 3 milliards auprès de Google. Hier, il y a Satya Nadella de Microsoft qui a annoncé les nouveaux modèles open source de Microsoft. Donc on voit que c'est très effervescent et qu'on va devoir, on va dire, avoir une architecture qui est suffisamment découplée pour être capable d'intégrer des nouveaux modèles au fil de l'eau et pour venir brancher, débrancher sans que ce soit trop painful à opérer dans le temps. Et justement, sur le côté un peu painful et comment on choisit quel LLM on vient brancher, débrancher, c'est là où la télémétrie applicative elle est déterminante, puisqu'en mesurant l'usage qui est fait justement des différents modèles sur la plateforme, nous derrière, en tant que fournisseur de cette plateforme, on est capable de déterminer quels modèles font encore du sens pour les cas d'usage métier, lesquels modèles ne font plus de sens et lesquels on peut débrancher. Et dernier point, mais non des moindres, évidemment, il y a beaucoup d'innovations dans la LLM, il y a quand même des standards technologiques qui émergent sur lesquels on n'a pas trop de doutes. Donc, je pense notamment à LangChain, Llama Index, certains patterns d'architecture. On va faire du Retrieval Augmented Generation. Donc ça va être directement implémentable et consommable dans la plateforme. Et dernier point qui est très lié au métier régulé et donc bancaire, c'est qu'on doit être responsible by design, puisque la régulation va nous imposer de fournir des notions de transparence de modèle, d'explicabilité des prompts, de traçabilité, d'auditabilité. Et ça, c'est pas forcément fonctionnel, mais c'est en moins clé à prendre en compte dans la plateforme. Très bien. Donc, clairement, vous avez un certain nombre de réussites dans le domaine. J'imagine que dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes qui voudraient faire comme vous. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter ou des enseignements que vous pouvez partager avec la salle? Alors bien sûr, il y a toujours des écueils, c'est jamais simple de commencer sur des nouvelles technologies. Le premier d'entre eux, je dirais, c'est bien prévoir son capacity planning, parce qu'évidemment, quand on ouvre le service pour la première fois, il va y avoir beaucoup de monde qui va se connecter. Donc là, c'est important d'avoir fait ces stress tests en amont, d'avoir du throttling sur les API que vous mettez à disposition, ça c'est absolument clé. Il ne faut pas que la plateforme s'écroule au bout de 5 minutes.
Le deuxième point, c'est plutôt dans l'ingénierie en tant que telle. C'est ce que j'appelle la règle du 70-20-10, puisqu'on est dans un monde à la fois qui évolue très vite d'un point de vue technologique, mais aussi beaucoup d'attentes des métiers. Donc en gros, ce que je recommande, c'est de passer 70% du temps de vos équipes d'ingénierie sur vraiment l'ingénierie de la plateforme et son évolution incrémentale, je dirais au fil de l'eau, 20% sur de la recherche et du développement, donc plutôt des sujets qui sont un peu en avance de phase, qui ne sont pas tout à fait secs, mais sur lesquels vous voyez qu'il y a du potentiel et que ça peut marcher et répondre à des vraies problématiques. Et enfin 10% sur les sujets qui sont à beaucoup plus long terme, que vous n'allez pas mettre en prod avant peut-être 2 ans, 3 ans. Donc par exemple, là, mes dada du moment, c'est tout ce qui est AI constitutionnel et confidential computing dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Vas-y, Étienne. Il y a un point qui est aussi intéressant, c'est toujours se dire qu'est-ce qui est le plus intéressant. Là, je vais parler des modèles. Entre une approche où je fais moi-même, je suis maker de modèles de fondation, par exemple, je vais prendre des modèles de fondation que je vais shaper, donc adapter, ou alors je vais m'appuyer sur des entreprises, des expertises qui proposent et maintiennent des modèles au sein même de leurs solutions. Donc en fait, cette approche-là, il faut toujours se dire laquelle est la plus pertinente au regard de ce que, d'un point de vue business, je veux développer. Absolument, c'est toujours une histoire de compromis quand on fait de l'architecture, quoi qu'il arrive. Avant-dernier point, il ne faut pas non plus surestimer, je dirais, la capacité des utilisateurs à faire du prompt engineering. La plupart découvrent, donc il faut les accompagner dans ce contexte-là. Donc ça passe bien évidemment par de l'auto-formation, de la mise à disposition de cours, cette fois-ci plutôt en présentiel et collectif. Mais je réfléchis également à l'inclusion directement dans la plateforme et pourquoi pas dans l'expérience utilisateur, peut-être d'un coach, d'un advisor, qui va être capable de coacher justement les utilisateurs pour les rendre meilleurs dans la capacité à faire des prompts au quotidien. Et ça vaut de même pour les développeurs, data scientists. Donc, comme j'ai dit précédemment, faire des architectures qui intègrent de l'IA générative, ça ne coule pas de source. C'est quand même des nouvelles compétences, des nouveaux frameworks à apprendre. Il faut vraiment travailler sur l'enablement justement des communautés de développeurs et data scientists, en plus de fournir l'infrastructure et les plateformes qui permettent de développer les cas d'usage. Très clair, très clair. Donc, merci. Et aujourd'hui, comment collaborez-vous avec Dataiku dans ce domaine? Moi, là où je vois très clairement le rôle de Dataiku, puisqu'on est bien évidemment déjà utilisateur et client de Dataiku, c'est la capacité à travers le LLM Mesh que vous allez avoir, finalement, à venir connecter les environnements de travail Dataiku de nos utilisateurs existants, de nos business analysts, data scientists, vers justement cette plateforme d'IA générative que l'on est en train de construire. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, là où je vous attends, c'est justement avoir la capacité aussi à coacher directement dans Dataiku les business analysts, les data scientists pour qu'ils fassent du bon prompt et qu'ils ne fassent pas des escalades justement dans mon équipe. Ça m'aidera à l'avenir. Très bien. Donc on est toujours à l'écoute par des telles suggestions. Donc dans Prompt Studios, vous avez déjà une petite partie de ça avec des templates, mais effectivement, il y a jamais une fin à notre développement. Donc, avant de terminer, j'aimerais nous orienter un peu plus vers l'avenir en vous entendant sur, en gros, les prochaines étapes et les jalons clés pour la Société Générale. J'aimerais aussi entendre la perspective à la fois d'Étienne, mais aussi de toi, Sébastien. Ouais. D'un point de vue métier, c'est d'arriver à déployer, sur la base des cas précurseurs que j'évoquais tout à l'heure, d'arriver à déployer la technologie à l'échelle. Pour ça, c'est avancer groupé et s'appuyer sur l'expertise, les expertises qu'on a au sein du groupe, l'ensemble des expertises, avec aussi les retours d'expérience qu'on peut faire, donc arriver à accélérer. Évidemment, il y a un aspect projection aussi de l'impact de ces technologies à moyen et long terme. Donc arriver à mettre finalement sa longue vue et à imaginer ce que sera la banque avec cette technologie qui sera déployée partout. D'un point de vue métier, c'est les grands enjeux. Très bien, très clair. Et Sébastien, sur un point de vue technologique? Alors, point de vue technologique, premier challenge qui est personnel, c'est arriver à toujours lire les papiers de recherche sur les génératives parce qu'il en sort vraiment tous les jours et c'est beaucoup trop. Archive, c'est très actif. Hein. C'est très actif, ouais. Effectivement. Je ne sais pas comment ils font pour tenir la charge d'ailleurs, mais bravo à eux. Ça, c'est le premier challenge. Bon, le deuxième, évidemment, c'est la scalabilité, la montée en charge de notre plateforme au fur et à mesure
qu'elle va passer de 4, 8, 12, 20, etc. cas d'usage. Et puis le troisième, c'est plutôt un challenge de fond, je dirais. Ça va être, comme je disais, continuer les efforts d'acculturation et de skilling des développeurs, data scientists qui vont venir devoir consommer ces modèles d'IA générative à travers notre plateforme. Bon, c'est super. Bon. Je tiens à vous remercier tous les deux pour ce perspective à la fois métier et aussi technologique de la Generative AI chez Société Générale. Merci beaucoup. Merci Kurt.